Hello, je suis Aline, coach business chez The Bee Boost. Après des années de freelance en tant que retoucheuse photo, je suis devenue coach business et j'aide désormais les entrepreneurs à booster leur entreprise. Si vous êtes à la recherche de stratégies, d'astuces, de retours d'expérience, de partage et d'une bonne dose de bonne humeur, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout pour vous inspirer au quotidien, vous aider à atteindre tous vos objectifs et faire en sorte que vous puissiez développer le business de vos rêves. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous et bienvenue dans l'épisode 200 du podcast Je peux pas, j'ai business. Vous n'avez pas idée à quel point je suis excitée pour cet épisode pour plein de raisons, mais la première c'est surtout pour le petit milestone symbolique qu'on est en train de franchir ensemble, vous et moi aujourd'hui avec cet épisode. Alors, entre les bottages de fesses, les épisodes un petit peu hors série, etc., on est actuellement à presque 300 épisodes sur le podcast, donc ça compte pas. Moi, je dis que ça compte. On est actuellement au 200e épisode officiel de ce podcast et j'aimerais commencer vraiment par vous remercier 1000 fois, même 200 000 fois pour le coup, chacun et chacune d'entre vous, que vous soyez débarqués tout récemment sur ce podcast. C'est peut-être même le premier épisode que vous écoutez, donc auquel cas, bienvenue, ou que vous soyez des vieux de la vieille qui suivaient les épisodes depuis le début ou alors qui avaient tout binge écouté depuis le début, qui que vous soyez et quel que soit votre historique avec ce podcast, un immense merci d'être là, un immense merci de faire partie des auditeurs et un immense merci de faire partie du succès de ce podcast parce que si aujourd'hui on a dépassé les 2 millions de téléchargements sur le podcast, si aujourd'hui Je peux pas, j'ai business fait partie du top 10, pour ne pas dire du top 5 la plupart du temps, des catégories business et entrepreneuriat sur les classements Apple et les classements de podcasts, si aujourd'hui on est référencé auprès de la CPM comme étant dans le top 50 des podcasts les plus écoutés, c'est grâce à vous, c'est grâce à vos écoutes, c'est grâce à vos retours, c'est grâce à vos notes, c'est grâce à vos commentaires. Donc merci d'être là et de faire de ce podcast une si belle aventure, à la fois pour moi, pour toute l'équipe The Bee Boost et puis pour tous les auditeurs. Et du coup, qui dit épisode spécial, dit aussi ligne éditoriale un petit peu spéciale. Je me suis longuement interrogée sur quoi faire de cet épisode 200. Est-ce que je faisais un épisode juste standard, normal, avec un invité ou seul, en me contentant de vous faire un petit clin d'œil au début, ou est-ce qu'on faisait quelque chose pour marquer le coup ? Évidemment, vous connaissez The Bee Boost, on a choisi de faire quelque chose pour marquer le coup. Nous sommes allés piocher les meilleurs extraits de tous les épisodes de podcast, tous les bottages de fesses et on en a extrait les punchlines pour vous créer un épisode best-of, un épisode bottage de fesses évidemment dans la joie et la bonne humeur, en toute bienveillance pour vous accompagner. En plus, au moment de la sortie de cet épisode, on sera en pleine période des fêtes, voire même des vacances, donc l'occasion de se détendre avec un bon chocolat chaud, un plaid, un feu de cheminée si vous avez un petit peu de chance et de faire une rétrospective sur les meilleurs moments bottage de fesses de ce podcast-là. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à redécouvrir certains passages du podcast que moi à être allé les déterrer et surtout que vous rigolerez avec ma petite musique de transition entre chaque parce que personnellement j'ai vécu ma best life en faisant ce montage. Merci encore à tous pour votre présence et votre bonne humeur quotidienne, bonne redécouverte du podcast et trop hâte de vivre les 200 prochains épisodes avec vous. J'ai beaucoup de gens qui viennent me voir et qui me disent j'ai besoin d'un coaching parce que j'ai envie de bien faire les choses, j'ai pas envie de mal faire, etc. Et là, effectivement, moi, ça me donne envie de taper du poing sur la table en disant mais c'est pas une question de bien faire ou du mal faire, pas du tout, parce qu'on va toujours, la vérité est vraie, mais on va toujours mal faire quelque chose. Évidemment que vous allez mal faire, évidemment, parce qu'il n'y a pas une manière de bien faire, et il n'y a pas une manière de faire les choses comme à l'école, avec un cahier d'exercices, et on a la bonne réponse à la soustraction, on n'a pas la bonne réponse. Évidemment que c'est pas aussi simple que ça, l'entrepreneuriat. Vous ne pouvez pas bien faire ou mal faire les choses, ça n'existe pas. Pour moi, c'est un débat stérile. On fait, point. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de ce fameux « ça va pas assez vite ». Je fais plein de trucs dans mon business, mais ça va pas assez vite. Les résultats prennent trop de temps. Je voudrais voir des résultats beaucoup plus vite. Ça ne va pas assez vite, Aline. Au secours, moi, je veux des trucs tout de suite. Ça va pas assez vite, souvent, c'est quand on commence un business, quand on commence une activité, quand on commence une nouvelle stratégie dans notre business, quand on lance une nouvelle offre. On veut toujours avoir des résultats tout de suite. Et ça nous tue de devoir attendre les résultats. Et on a beau comprendre, la partie rationnelle de notre cerveau comprend qu'en fait, ça met du temps, ça va peut-être mettre des semaines, des mois, voire même peut-être des années.
Mais la partie pas rationnelle de notre cerveau, la partie qui a l'âge mental d'un gamin de 3 ans, et bien cette partie-là, elle geint, elle tape du pied, elle pète un caprice, elle dit « non, ça va pas assez vite ». On vit dans une société où on va à 110 à l'heure. Donc c'est parfaitement légitime de vouloir que ça se répercute jusqu'à dans notre business, où quand on met un nouveau truc en place, on veut des résultats tout de suite, on veut que ça aille plus vite. Mais aussi, il y a un deuxième aspect, c'est qu'on veut des résultats tout de suite parce qu'on a envie d'être validé. On a envie vraiment d'avoir la validation, la certitude que ce qu'on fait, ça fonctionne. Et du coup, sur quoi on peut se baser pour dire que ça fonctionne ? Sur le fait d'avoir des résultats rapidement. Donc, dans notre tête, résultat rapide égale ça fonctionne, je suis sur la bonne voie. Résultat pas rapide, toujours dans notre tête, égale je ne suis pas sur la bonne voie, ça ne fonctionne pas. C'est pas parce que vous ne générez pas des résultats rapidement que ça veut dire que vous êtes sur la mauvaise voie ou que vous êtes en train de vous tromper. Et à contrario, c'est pas parce que vous générez des résultats très rapidement que ça veut dire que c'est bon, c'est parti, ça va perdurer. On voit tellement de gens qui débarquent du jour au lendemain dans les industries, qui lancent un produit, ça cartonne, puis 2 secondes après, il n'y a plus personne, il y a plein de choses qui font le buzz du jour au lendemain, puis après, 6 mois après, c'est terminé, on est passé à autre chose. Il y a même des tubes, il y a des chanteurs qui ont vécu leur heure de gloire avec un tube qui a cartonné le début, et aujourd'hui, on n'en entend plus parler. Donc non, rapidité ne veut pas dire certitude, résultat rapide ne veut pas dire vous êtes paré pour réussir toute votre vie, et à contrario, le fait d'avoir des résultats lents qui prennent du temps à s'implémenter, ça ne veut pas dire que vous êtes sur la mauvaise voie, et ça ne veut surtout pas dire que vous allez échouer. Des fois, on a peur de sortir un post sur les réseaux sociaux parce qu'on a peur qu'on nous dise qu'on a copié ou qu'on s'est inspiré. On a peur de sortir une offre parce que finalement, la copine d'à côté, elle a eu la même idée en même temps que nous. Et du coup, on se dit, si je la sors maintenant, on va penser que je me suis inspirée d'elle. On a peur d'exprimer nos opinions, nos valeurs de manière trop prononcée parce que on voudrait pas se faire critiquer là-dessus. On a peur de mettre le paquet sur notre présence sur les réseaux sociaux parce que on pourrait s'exposer à des commentaires négatifs et à des critiques. Bref, la peur de la critique et du jugement des autres, quand on progresse en business, elle est présente. Elle est omniprésente et, je suis désolée de vous dire ça, mais ça ne va pas aller en s'améliorant. Parce que plus en business, on va avancer, plus notre business se développe, plus l'entreprise grossit, plus notre présence sur les réseaux sociaux, notre audience grossit, plus on s'expose aux critiques. Mais je ne veux pas que, parce que vous avez peur du critique et du jugement des autres, vous la jouiez petit dans votre business et que vous refusiez en fait de grandir, de vous épanouir et d'exploser comme vous méritez de le faire. Sachant que dans tous les cas, tu vas te faire critiquer, au final, tu veux être critiqué pourquoi ? Est-ce que tu vas être critiqué pour avoir bien fait quelque chose à fond, quitte à en rendre certains jaloux ou à laisser penser que si que ça, ou est-ce que tu vas être critiqué pour n'avoir rien foutu et ne pas y être allé à fond ? Et aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle de se comparer sur les réseaux sociaux. Mais genre, les gens qui se comparent tout le temps et du coup, évidemment, qui se comparent et qu'après, ça finit en autoflagellation. Sinon, c'est pas drôle. Parce que se comparer, c'est une chose. Regarder ce que font les copains, les copines, de quoi ils parlent, comment ils le font, c'est une chose. Mais faire le « Ah non, mais il vient de parler de ci dans son mail » ou alors elle vient de parler de ça sur Instagram et puis je voulais faire pareil mais je pourrais pas le faire. Ou alors dire quelque chose du style « Non, mais j'avais cette idée de formation en ligne, mais machin, il vient de la sortir, puis il le fait tellement mieux que moi, j'ai pas le faire, je suis qu'une merde, de toute façon, pourquoi je fais ça, je ferais mieux de redevenir salarié, etc. » Enfin, voilà, c'est de ce genre de comparaison que j'ai envie de vous parler aujourd'hui et surtout de vous dire, mais genre, d'arrêter. Arrêtez de faire ça. Franchement, ça sert à quoi ? Alors, oui, mais Aline, je contrôle pas. Non, mais attends. Franchement, ça sert à quoi de te comparer comme ça, de regarder ce que font les autres juste pour le plaisir de t'enfoncer toi-même et de creuser ton propre trou ? Enfin non, ça sert à rien, on est d'accord. Je pense qu'il y a vraiment 2 manières de se comparer. Il y a une manière saine et il y a une manière malsaine. La manière saine de se comparer, c'est de regarder ce que font des personnes qui nous inspirent et qui vont nous-mêmes nous challenger à être meilleurs. C'est-à-dire se comparer par exemple à des gens qui ont réussi là où nous, on veut réussir ou qui font la même chose que nous, mais de se servir de cette énergie pour se challenger, à ne pas se reposer sur ses lauriers et à continuer tout le temps à avancer. Ça, c'est de la comparaison saine. Mais
La comparaison malsaine, c'est quand vous vous retrouvez à vous auto-flageller, à vous mettre des bâtons dans les roues, à vous auto-saboter, à vous punir, parce que sous prétexte que machin fait mieux, bidule fait truc. Grosse distinction à faire entre la comparaison saine, qui est challengeante et qui vous pousse à vous dépasser, et la comparaison malsaine, qui est celle qui fait que vous vous rabaissez, vous vous auto-flagellez, et vous-même vous vous empêchez parfois de mettre en place certaines choses dans votre business. Mais en fait, c'est quelque chose qui me paraît évident dans ma tête, mais je me rends compte qu'en fait, quand j'ai débuté, dans mes premières années d'entrepreneuriat, c'était pas évident. Et si ça l'est aujourd'hui, ça ne l'était pas avant, et ça m'a vraiment causé du tort, et ça m'a vraiment fait culpabiliser, ça m'a vraiment fait me comparer, ça m'a vraiment fait m'auto-flageller, mais en fait, pour rien du tout. Et ce sujet-là, c'est les réseaux sociaux et l'image que les gens veulent bien renvoyer d'eux-mêmes sur les réseaux sociaux. Le message dans tout ça, c'est ne croyez pas tout ce qu'on veut bien vous dire sur les réseaux sociaux, tout simplement. Ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est un fragment de la vérité, de la vie de la personne. Et ce n'est pas tout, ce n'est pas une règle générale. Si la personne vous dit, par exemple, « Ouais, ce mois-ci, j'ai fait 20 000 €, ça ne veut pas dire qu'elle fait 20 000 € tous les mois. Ça veut peut-être dire juste que ce mois-ci, elle a fait un lancement de sa formation en ligne, ou elle a réouvert les portes de son coaching, ou elle a eu un gros contrat, qui a débouché sur les 20 000 €, mais elle n'a pas dit qu'elle faisait 20 000 € tous les mois, et ça ne veut pas dire qu'elle fait 20 000 € tous les mois. Autre exemple, si la personne, elle a 40 000 abonnés, elle est toujours en train de poster des super photos, etc., ça ne veut pas dire qu'elle vit de son activité et qu'elle gagne des 1000 et des 100, même si la qualité de ses images et la taille de son audience pourraient dire ça. Je connais des personnes qui me contactent, des fois qui ont 30 000, 40 000 abonnés, qui me disent « Aline, comment je fais pour vivre de mon activité ?» Et moi, je suis en mode « Ah bon, tu n'en vis pas ?» Ou encore des personnes qui vont vous sortir des chiffres, des nombres, mais qui, hors contexte, vont vraiment en fait pouvoir tout et rien dire. Donc mon message avec ce podcast « Bottage de fesses », c'est ne prenez pas ce que vous voyez sur les réseaux sociaux comme étant la vérité absolue de la vie de la personne. Quand on parle stratégie marketing avec mes élèves, avec mes coachés, et qu'on parle forcément de se nicher, tout de suite on me dit « j'ai peur de me nicher, moi je veux aider tout le monde, j'ai pas envie de me spécialiser ». Quand vous arrivez à vous nicher, quand vous arrivez à vous spécialiser, c'est beaucoup plus simple de réussir et surtout beaucoup plus rapide pour observer des résultats dans votre business. Donc oui, je continuerai à dire à tout le monde et à conseiller à tout le monde de se nicher, de se spécialiser, mais ce n'est pas une obligation et moi-même, je ne l'ai jamais vraiment fait. Oui, aujourd'hui, vous pouvez, vous avez l'expertise, vous êtes formé, vous avez l'expérience, vous avez les connaissances pour aider beaucoup de monde. Et c'est ce qui va se passer, croyez-moi. Mais si vous n'êtes pas niché, il y a fort à parier que personne ne viendra vers vous. C'est ce que j'appelle la métaphore du dentiste, épicier, vétérinaire. Si aujourd'hui vous avez une carie et que vous avez le choix entre aller chez un dentiste spécialisé dans les caries ou alors quelqu'un qui est à la fois dentiste, épicier et vétérinaire, il y a fort à parier, je pense ne pas trop m'avancer en disant que vous allez plutôt aller vers la personne qui est spécialisée dans les caries parce que vous allez avoir cette pensée inconsciente que tout le monde a, que cette personne, vu qu'elle est spécialisée dans les caries, elle sera plus à même, plus experte, elle pourra mieux vous aider, plus vous apporter que quelqu'un qui fait un peu tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, on va parler du fait de culpabiliser, de prendre des vacances et du repos quand on est entrepreneur. Pendant très longtemps, j'ai été victime de ce que j'appelle le syndrome de la Wonder Woman, à penser que c'est les autres qui avaient besoin de repos, mais pas moi, que quand tout le monde tirait la sonnette d'alarme en me disant « Mais Aline, il faut te reposer, mais pourquoi tu prends pas de jours off, mais pourquoi tu prends pas de vacances ?» Moi, j'étais en mode « Les vacances, c'est pour les autres, moi, j'en ai pas besoin, moi, je suis au-dessus, moi, je suis différente, moi. » Et qu'est-ce qui s'est passé ? Je vous donne dans le mille, mon corps m'a lâché. Le repos est au service de notre business. Pour recharger les batteries, pour retrouver de la productivité, pour qu'on puisse se libérer de la charge mentale, pour qu'on puisse se ressourcer. Les vacances, le repos sont au service de notre efficacité. Quand vous allez prendre des vacances, vous allez être plus productif que quelqu'un qui n'en a pas pris du tout. Ou vous allez être plus efficace, plus créatif que quelqu'un qui ne prend aucun jour off. Et peut-être que pour vous, ça paraît complètement évident ce que je suis en train de dire, mais pour moi, c'était une vraie prise de conscience. Et ça va même encore plus loin.
c'est qu'aujourd'hui, refuser de prendre des vacances et du repos, comme moi j'ai pu le faire pendant quasiment 2 ans d'affilée, c'est saboter consciemment et volontairement nos efforts et nos résultats. Et oui, c'est moi qui le dis, quand vous refusez de prendre des vacances et du repos, quand vous culpabilisez d'en prendre, vous sabotez vos résultats et vous sabotez tous les efforts de l'année. Et aujourd'hui, on va parler du sujet « Il y a toujours des problèmes, j'ai toujours des problèmes, quand est-ce que ça va se terminer, etc. » C'est quelque chose qu'on vit au quotidien en tant qu'être humain, pas forcément quand on est entrepreneur, mais quand on est un être humain. Mais je remarque que chez les entrepreneurs, on a tendance à attendre, comme le Messie, cette période où on n'a plus de problèmes, on n'a plus de soucis à régler, où tout roule, tout va bien, et on est un peu à la recherche de ce Saint Graal qui est cette période où tout va bien. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, les amis. En entrepreneuriat, en business, encore plus que dans la vraie vie de tous les jours, il y a toujours des problèmes. Et c'est notre métier en tant qu'entrepreneur d'être ce qu'ils appellent en anglais, c'est des master troubleshooters. Bon, ne me jugez pas sur mon accent, vous avez compris, mais d'être des maîtres dans l'art de résoudre des problèmes. Quand on est entrepreneur, notre boulot numéro 1, c'est de résoudre des problèmes. Il y en aura toujours, et plus votre entreprise va grossir, plus vous allez rencontrer des problématiques différentes, plus compliquées. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous vous construisez au fur et à mesure le mindset, les compétences et l'entourage pour affronter ces problèmes-là. Mais il y en aura toujours, et plus l'entreprise grossit, plus vous allez avoir des problèmes. Sachant qu'aujourd'hui, les grands patrons des grandes entreprises, alors évidemment, chacun a les ambitions qu'il souhaite. Je ne dis pas que tout le monde ici doit vouloir bâtir une entreprise digne du CAC 40, mais aujourd'hui, dans les grandes entreprises, les gros groupes, le but des patrons, des présidents, des directeurs, c'est de résoudre les problèmes au quotidien et de faire en sorte que tout roule. C'est votre rôle, c'est votre job en tant qu'entrepreneur, en tant que CEO de votre propre entreprise, de devenir acteur de votre succès, acteur de votre réussite et de développer un œil critique sur tout ce que vous voyez. Tout ce que vous voyez en ligne, que ce soit une chose et son contraire, tous les messages qui rentrent en contradiction, qui font qu'aujourd'hui vous êtes perdu, en fait, tout est plus ou moins viable et tout est plus ou moins adaptable à ce que vous faites. Votre job, c'est de dire qu'est-ce qui est en alignement avec mes valeurs, avec ce que j'ai envie, avec quoi je me sens à l'aise et de vous mettre des œillères sur tout le reste. Personne aujourd'hui peut dire quelle est la bonne décision pour vous. Personne n'a de boule de cristal. Mais c'est à vous de faire un choix, de prendre une décision et de l'assumer jusqu'au bout ou jusqu'au moment où vous sentirez que c'est le moment d'en changer et encore une fois, de vous mettre des œillères sur le reste. Faites-vous confiance, vous êtes votre meilleur conseiller et vous êtes la personne qui savait le mieux ce qui est bien pour vous et pour votre business. On pourrait croire que c'est une bonne chose de revoir les bases, de solidifier les bases, de changer, de pivoter, de s'adapter. Et c'est une bonne chose. Mais je voulais quand même attirer votre attention sur quelque chose. Il faut faire ici la différence entre la pertinence et la peur. Et cette envie de tout reprendre à zéro, de tout changer, peut venir soit de la pertinence, soit de la peur. Ça vient de la pertinence quand on est dans une démarche où on apprend à se connaître, on a tellement bossé sur notre business, sur nous-mêmes, on a bossé notre développement personnel, notre état d'esprit, on a testé des choses, on sait ce qui nous plaît, on sait ce qui nous plaît pas. Et en fonction de ça, on a envie de changer, de modifier, d'adapter notre business, d'ajuster les choses pour qu'on soit quelque chose qui nous ressemble plus, qui correspond plus à nos valeurs et à ce qu'on a envie en fait de mettre en place et d'incarner. Ça, c'est ce qu'on appelle un pivot en business. Quand on parle de pivoter en business, c'est exactement ça, c'est-à-dire changer, adapter, modifier le business pour plus coller soit à nous, soit même au contexte, à la société. Mais il y a la seconde source, dont on ne parle pas assez à mon avis, qui est la peur. La peur, c'est quand face à la difficulté, face au fait que ça devient compliqué ou plus difficile d'évoluer dans notre business, alors le changement devient une fuite. On fuit devant le fait que les choses deviennent un petit peu compliquées, ou les choses ne ressemblent pas tout à fait à ce qu'on avait imaginé, ou alors les choses nous demandent plus d'efforts qu'avant. On construit une espèce de stratégie d'évitement où on fuit devant la difficulté, et là on se réfugie dans le « je vais tout reprendre à zéro » ou alors « j'ai envie de tout changer » et du coup aussi de tout reprendre à zéro, parce qu'on se réfugie dans ce qu'on connaît,
dans ce qu'on a déjà fait et on évite les difficultés. Et ça, je l'observe aussi souvent des personnes qui montent un business et ce business a un beau potentiel, ça commence à prendre, sauf que évidemment, on le sait, plus on progresse en business, plus on a des problèmes et plus ces problèmes deviennent compliqués à gérer. Les problèmes qu'on avait au début étaient simples comparés aux problèmes qu'on a par la suite. Et c'est à ce moment-là où il est crucial de se poser la question de est-ce que je suis en train de construire une stratégie d'évitement par la peur, parce que ça devient trop compliqué, ou alors c'est pas tout à fait ce que j'imaginais, voire même je rentre dans des processus d'auto-sabotage parce que j'ai peur de la réussite, ou est-ce qu'il est vraiment pertinent pour moi de tout reprendre à zéro ? Alors, l'idée que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui, le concept que j'ai envie de vous transmettre, c'est que faire du business, apprendre à développer son entreprise, apprendre à trouver des clients, apprendre à scaler, à faire grossir son chiffre d'affaires, c'est un fonctionnement par itération. L'itération, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de répéter quelque chose en l'améliorant au fur et à mesure. Et là où c'est intéressant, c'est de se dire que le business fonctionne par itération, là où le système scolaire fonctionne par chronologie et accumulation. Et en fait, donc toute notre vie, on nous a appris que apprendre, c'était maîtriser une base et ensuite passer au niveau supérieur. Puis une fois que ce niveau supérieur a été maîtrisé, on passait au niveau suivant, etc., etc. Et ça, c'est devenu dans notre tête la manière d'apprendre et la manière de progresser. Sauf que le système chronologique et accumulatif va à l'encontre même du système par itération qui caractérise le business. En business, on va répéter sans cesse les mêmes choses, on va les perfectionner au fur et à mesure de la même manière que la spirale de notre toile d'araignée repasse sans cesse sur les mêmes rayons, mais à des niveaux, à des distances différentes. Par exemple, quand on écrit une séquence email, quand on écrit une newsletter, au début, la première newsletter qu'on va envoyer, elle va être pourrie. Elle va être pourrie parce qu'on ne sait pas écrire, on ne sait pas écrire des emails, peut-être qu'on va se tromper dans nos liens, etc. Puis, l'email d'après sera un peu meilleur. Puis, l'email d'après encore un peu meilleur. Mais à aucun moment, on s'est dit, il faut que je maîtrise à fond le copywriting, l'écriture du web et mon logiciel d'emailing pour envoyer ma première newsletter. De la même manière que moi qui enregistre cet épisode de podcast, si aujourd'hui vous allez écouter le tout premier épisode de podcast de Je peux pas, j'ai business, vous allez entendre une sacrée différence au niveau de mon ton, de mon intonation, du contenu de ce que je peux raconter, de la qualité du son, etc. Et ça, c'est parce que j'ai fonctionné par itération, c'est-à-dire que j'ai commencé à faire et au fur et à mesure que je faisais, au fur et à mesure de la répétition, de l'itération, j'ai progressé et j'ai construit ma toile d'araignée. À aucun moment, je ne me suis dit « Ok, pour lancer mon podcast, il faut que je sois parfaite, que mon matériel soit parfait, que mon contenu soit parfait, que mon son soit parfait et que tout soit parfait. » Et c'est ça qui est hyper compliqué à intégrer en business et pourtant tellement important et surtout tellement libérateur, c'est que vous n'avez pas besoin d'être parfait, vous n'avez pas besoin de maîtriser les bases pour passer au niveau suivant et que c'est au contraire par la répétition, par l'itération que vous allez vous perfectionner. Fonce et règle les soucis au fur et à mesure. À chaque fois que je me posais trop de questions, à chaque fois que mon esprit commençait à trouver des excuses, à essayer d'envisager tous les scénarios catastrophes qui pouvaient se produire, à essayer de procrastiner sur une décision parce que j'avais peur de la prendre, il me regardait, il plissait les yeux et il me disait « fonce et règle les soucis au fur et à mesure ». Et j'ai adopté cette phrase, j'ai adopté cette mentalité, cet état d'esprit en me disant maintenant, aujourd'hui, évidemment qu'il faut faire un petit peu de gestion de risque, évidemment qu'il faut quand même un petit peu anticiper, mais la plupart du temps, juste foncer et régler les soucis au fur et à mesure, que je rattache d'ailleurs très souvent à la phrase qui est de « ça ne sert à rien de se soucier de problèmes qui n'existent pas encore ». Gagner de l'argent et créer de la richesse sont deux choses très, très différentes. Générer du chiffre d'affaires et apporter de la richesse à la société, à l'économie, même de la richesse humaine aux autres, sont deux choses très différentes. L'un peut aller avec l'autre, mais l'un n'est pas forcément associé à l'autre. On peut avoir un business qui génère de la richesse humaine, de la richesse économique, de la richesse sociétale, sans avoir un chiffre d'affaires incroyable et vice-versa. Quelle est la limite entre ce qu'on dévoile
pro, perso, et tout particulièrement en ligne, sur les réseaux sociaux, etc. Si vous êtes entrepreneur, vous n'êtes pas sans savoir que le fait de montrer les coulisses de son business, les backstage, un petit peu son quotidien d'entrepreneur, c'est un argument de vente, de communication extrêmement puissant. Ça aide vos clients, votre audience à s'attacher à vous, à attacher une image à votre marque et du coup à développer une vraie relation en fait que vous allez pouvoir nourrir ensuite dans le but déjà de développer votre projet, votre communauté, d'aider ces personnes-là et aussi à long terme parce qu'on est aussi là pour ça, vendre. Et du coup, souvent, la première objection que j'entends quand je commence à adopter ce genre de discours, c'est comment je fais quand je veux pas du tout parler de ma vie perso, ou comment je fais quand je veux pas trop en montrer, ou alors au contrario, non mais moi je ne supporte pas les gens qui montrent tout, qui passent leur temps à raconter leur life, etc. Ça gâche le message principal de leur entreprise, etc. Et où se situe le parfait équilibre? Du coup, petit bottage de fesses pour adresser ça, vous en doutez de la réponse que je vais vous faire, mais l'équilibre se situe là où vous avez envie de le mettre. Mon message, c'est surtout de vous dire, aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé de tout montrer pour réussir, pour vendre, et vous n'êtes pas obligé non plus d'être purement et extrêmement professionnel et de ne rien montrer de votre quotidien, surtout si vous avez envie de le faire. Je n'ai pas besoin, et vous n'avez pas besoin d'avoir de vision pour vous lancer en business. Pendant très longtemps, j'étais persuadée, c'est aussi ce que j'enseignais dans mes programmes, qu'avant de se lancer, avant de créer son business, il fallait absolument avoir une vision. C'est-à-dire avoir un message à faire passer au monde, avoir envie d'avoir un impact positif, avoir envie de transformer la société, savoir ce qu'on voulait faire dans 5 ans, dans 10 ans, même si ça pouvait évoluer, des choses comme ça. Bref, d'avoir tout un plan machiavélique pour gouverner l'univers, même quand on se lançait. Et à l'heure actuelle où j'enregistre cet épisode de podcast, je suis en pleine refonte des programmes en question et je me dis, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de vision pour se lancer? Est-ce qu'on est vraiment obligé d'avoir cette vision long terme, de tirer des plans sur la comète sur votre business quand, pour être totalement honnête et transparent, parce qu'on est entre nous, quand on crée un business, on n'a qu'une envie, c'est de payer nos factures à la fin du mois, de faire vivre notre famille et de pouvoir quitter ce job salarié qui nous fait chier, se remettre de ce burn-out qui nous a mis au tapis ou même juste vivre cette vie qui nous fait tellement kiffer. Et en y réfléchissant bien, je me suis dit, mais tous ces gens qui ont qu'une envie aujourd'hui, c'est de se lancer, encore une fois, pour payer leurs factures, pour vivre leur meilleure vie, pour prendre soin de leur famille ou pour retrouver une situation professionnelle dans laquelle ils s'épanouissent, tous ces gens-là n'ont pas forcément de vision à long terme, n'ont pas forcément envie, encore en tout cas pour le moment, d'impacter le monde à grande échelle ou encore de transformer la société. Est-ce que ça veut dire que ça fait d'eux de mauvais entrepreneurs? Est-ce que ça veut dire que leur business est voué à l'échec? Est-ce que ça veut dire qu'ils font mal les choses? Non, pas du tout. Sur une échelle de 1 à 10, franchement, à quel point vous en avez déjà marre de ce petit interlude musical? Bon allez, je referme cette parenthèse et je vous laisse continuer à découvrir les meilleurs extraits du podcast Je peux pas, j'ai business. Si c'est pas un putain de oui, alors c'est un non. L'idée, c'est de se dire que vous allez constamment, et plus votre business va commencer à se développer, plus il y a cet effet boule de neige exponentiel qui va se créer, cette traction, ce momentum, plus vous allez commencer à exploser, plus ça va devenir vrai. Mais plus vous allez recevoir de sollicitations et d'opportunités extérieures. Et là où au début, on pourrait être tenté de se dire « je vais dire oui à tout parce que toute opportunité est bonne à prendre, il n'y a pas de petit profit, etc. » C'est quelque chose que vous allez pouvoir tenir quelques jours, quelques semaines, quelques mois tout au plus. Mais très très vite, vous allez vous retrouver avec plus d'opportunités de sollicitations que vous n'allez pouvoir en accepter. Et aujourd'hui, j'ai envie de rebondir sur cette phrase dont moi-même j'ai été beaucoup victime, qui est de se dire, une fois qu'on a atteint un résultat ou une situation qu'on avait imaginée, qu'on cherchait à atteindre, qui était un objectif, qui était un goal pour nous, et de se dire « Ah mais zut, c'était pas comme j'imaginais ou alors c'est pas comme je le voulais ». Donc ça peut être un contenu qu'on a créé et au final le résultat ne correspond pas à ce qu'on s'imaginait, ou alors un rendez-vous, ou alors une mission qu'on a acceptée, ou alors un produit qu'on est en train de lancer, de se dire « J'avais toute cette chose incroyable et magnifique en tête et au final, je me rends compte que le résultat n'est pas comme je voulais ou alors / pas comme j'imaginais. Et au final, je me suis rendu compte, en progressant dans mon business et dans mon petit mindset d'entrepreneuse, qu'en fait, c'était toujours le cas. Les choses ne sont jamais comme on le veut / comme on l'imagine en résultat. Sauf que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça ne veut pas dire qu'elles sont moins bien. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas bien fait votre travail ou que vous avez fait des erreurs ou que c'est un échec. C'est juste que c'est différent
par définition, parce qu'entre notre imagination et la réalité, entre ce qu'on pense être possible de mettre en place et puis la réalité du terrain, des moyens, de la main-d'œuvre, des gens avec qui on a travaillé, de ce qu'on a mis en place, de notre énergie, de notre temps, de plein de choses, de la technologie, et bien forcément, au bout du compte, le résultat est différent de ce qu'on avait en tête à l'étape 0, à l'étape d'imaginer le projet. Comment ça se passe quand on a l'impression de tout bien faire, tout comme il faut, mais que votre business ne décolle pas et que vous avez l'impression clairement de pédaler dans la semoule, de ramer dans le vide, etc. Première raison pour laquelle votre business ne décolle pas, c'est que vous vous éparpillez, que vous avez trop d'idées et que vous voulez faire trop de choses à la fois. Et là, je sais qu'il y en a déjà certains d'entre vous qui sont en train de se dire « Ah, ça c'est moi !» Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait quand on a tendance à trop s'éparpiller, quand on a trop d'idées, qu'on part dans toutes les directions ? On se fixe une idée et surtout on se fixe un délai. Et on se dit pendant 1 mois, pendant 2 mois, pendant 3 mois, je suis 100% sur cette idée et je lui donne toutes ses chances de décoller, de produire des résultats. Et si ça ne marche pas, je passerai à la suivante. Deuxième raison pour laquelle vous avez l'impression de tout bien faire mais que votre business ne décolle pas, c'est que vous avez un manque de clarté sur vos objectifs et sur votre plan d'action pour les atteindre. Mais qui d'entre nous aujourd'hui, alors qu'on est tous en train de foncer dans tous les sens, etc., prend vraiment le temps d'avoir cette position méta, de prendre du recul sur son business et de dire « Bon, qu'est-ce que je veux vraiment ? À quoi ressemble la réussite telle que je l'imagine ? Qu'est-ce que c'est réussir pour moi ? À quoi ressemble une journée de la réussite ? Et quel est le plan d'action pour les atteindre ?» C'est toujours la première chose qu'on retravaille en coaching de toute façon. C'est quoi votre objectif ? Mais genre clairement, genre votre vrai objectif. Pas l'objectif que vous pensez, que la société pense que vous devez avoir, des trucs comme ça, mais genre qu'est-ce que vous voulez vraiment ? Et je suis sûre que beaucoup d'entre vous, vous ne savez pas répondre à cette question aujourd'hui. Donc peut-être commencez par là. Avant de vous dire pourquoi mon business ne décolle pas, commencez à vous dire c'est quoi décoller. Et ensuite, on arrive à la troisième raison pour laquelle vous avez l'impression de tout bien faire mais que votre business ne décolle pas, c'est votre mindset. Force est de reconnaître que bien souvent, nous sommes nos pires ennemis et qu'on s'auto-sabote, qu'on se tire des balles dans le pied de manière plus ou moins consciente. Et des fois, on n'en a même pas conscience et c'est là que ça devient dangereux. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, si vous dites « Non mais Aline, je comprends pas, je suis focus, j'ai pas trop d'idées, j'arrive à tenir mes objectifs, je sais très précisément où je veux aller, j'ai le plan d'action pour les atteindre, mais je passe pas à l'action parce que j'ai peur, parce que j'ai des doutes, parce que j'ai une petite voix qui me dit que j'en suis pas capable et tout. » Là, on est sur la troisième raison qui est la raison mindset. Aline, mais je n'arrive pas à être sur tous les fronts. Comment veux-tu que je fasse toutes les actions que tout le monde me dit de faire ? Je n'arrive pas à être sur tous les fronts, je ne peux pas tout faire. Évidemment que vous ne pouvez pas tout faire. Ce serait connu si on avait le moyen, le don d'ubiquité ou de pouvoir tout faire et implémenter absolument toutes les stratégies et tous les conseils et toutes les astuces qu'on voit en ligne, etc. Et c'est un petit peu, je trouve, un des problèmes aujourd'hui, enfin problème, ça dépend comment on le regarde, mais je suis la première coupable de ça, c'est que on vous donne, moi et mes collègues coachs et mentors business, etc., énormément de conseils, de stratégies, de plans d'action. On vous fait bénéficier de toute notre expertise, de toute notre expérience, bien souvent de manière gratuite. Le côté, on va dire, l'inconvénient de ça, c'est que parfois vous pouvez vous sentir complètement submergé, avec l'impression que vous devez tout faire pour que votre business fonctionne et du coup vous vous épuisez à essayer de tout faire et quand vous essayez de tout faire, au final vous faites rien à fond et évidemment vous n'avez pas de résultat. Et donc comment on fait quand on a l'impression de ne pas être sur tous les fronts ? Et tout simplement de choisir le front sur lequel on veut être. Aujourd'hui, on va parler de l'importance d'apprendre à dire non. On en parle beaucoup, on l'entend, on sait que c'est important parce que dire oui, c'est accepter, et là je sais, c'est déjà ma première punchline, dire oui à tout, c'est accepter que d'autres personnes prennent le contrôle sur vos journées, votre emploi du temps et vos priorités. Et ça, on n'aime pas du tout quand on est entrepreneur, quand d'autres personnes ont plus de pouvoir que nous sur notre emploi du temps. Premier point, plus votre business va grossir, plus vous allez être sollicité et plus il va falloir dire non. Et c'est normal et il faut que vos journées soient constituées à 95% de non et à 5% de oui, et que ces oui soient uniquement des oui au service de votre croissance, au service de votre business, au service de votre bonheur, au service de votre plaisir. Les gens qui vous contactent, qui vous sollicitent, qui vous démarchent auront toujours plus à y gagner que vous. Quel que soit le profil de la personne, quelle que soit sa proposition, cette personne elle sera toujours plus gagnante que vous. Ne l'oubliez pas, vous êtes en position de force. Cette personne ne vous rend pas un service à vous contacter, à vous faire la proposition qu'elle vous fait, même si des fois c'est son discours. Donc, à chaque fois, vous avez le droit de dire non.
vous avez le droit de dire stop et vous avez le droit de mettre la hola si vous le souhaitez. Si à un moment vous estimez que l'opportunité qu'on vous présente est à votre avantage aussi, évidemment, allez-y, dites oui, faites rentrer ça dans les 5 ou 10% de oui de votre journée, aucun problème, mais toujours partez du principe que la personne qui vous contacte, si elle vous contacte, c'est qu'elle a plus à y gagner que vous. Très souvent, on est pétri nous-mêmes de croyances, on a une vision du monde, on a une interprétation du monde, et avec des croyances dedans qui nous servent et des croyances qui nous desservent. Ça, c'est de notoriété commune. Par contre, ce qu'il est un peu moins, en tout cas ce qu'il était moins pour moi, et ça a été ma prise de conscience dans ces dernières semaines, c'est que bien souvent, on a des croyances, on a une vision du monde, on a des idées reçues qui nous rendent service au début de notre business, qui nous aident à progresser, qui nous aident à passer des caps, et qui d'un coup deviennent des obstacles à notre progression. L'exemple, je crois, le plus classique, c'est le fameux « je peux le faire tout seul ». Je peux le faire tout seul, je pense que c'est la meilleure croyance à avoir quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Parce qu'on a cette confiance en nous, de se dire « ouais, je peux y arriver tout seul », qui fait qu'on soulève des montagnes, on fait des choses qu'on ne se pensait pas capable de faire, on arrive à trouver des solutions, on arrive à se débrouiller tout seul, à construire notre business, à le lancer, à trouver nos premiers clients, à rentrer en phase de croissance, etc. Donc je peux le faire tout seul, ça nous sert au début, ça nous fait pousser des ailes et ça nous donne cette confiance, ce momentum qui nous fait passer à l'action. Sauf que passer un moment, je peux y arriver tout seul, eh ben ça nous dessert en termes de croyances. Parce que passer un certain cap dans votre business, on ne peut pas y arriver tout seul. On est obligé d'avoir une équipe, on est obligé de parler à d'autres gens, on est obligé d'accepter de l'aide, on est obligé de déléguer, de recruter, de manager, etc. Et donc je peux y arriver tout seul, ça nous sert beaucoup au début, surtout quand on se lance un peu en mode Indiana Jones, mais ça nous dessert ensuite par la suite. Mon petit appel peut-être pour vous aujourd'hui serait de vous demander quelles sont les croyances qui m'ont rendu service au début et qui pourraient me freiner aujourd'hui. Et si vous avez envie de pousser un petit peu plus loin, ce serait de faire la liste de toutes les convictions, croyances concrètes. Donc là, je ne parle pas de convictions en mode les convictions de vie, les valeurs, les choses comme ça, mais vraiment les choses concrètes du style « je peux le faire tout seul, mieux vous fait que parfait, je ne peux faire confiance à personne ». Faites la liste de toutes ces croyances / convictions qui vous ont aidé à devenir la personne que vous êtes actuellement. Faites la liste de tout. Prenez 10 minutes, listez tout ce qui vous vient à l'esprit, relisez ensuite la liste et une par une, demandez-vous, est-ce qu'aujourd'hui c'est encore valable ou est-ce qu'il faut que je me débarrasse de cette croyance pour passer à l'étape supérieure ? Comment continuer lorsqu'on est démotivé? Comment trouver cette énergie supplémentaire pour continuer, pour pousser dans le business, pour créer ce momentum, même quand on se sent démotivé / découragé? Et on va attaquer cette question parce que, évidemment, il n'y a pas une réponse claire en mode « faut faire ci » ou il n'y a pas une réponse claire en mode « faut faire ça » et il faut tout arrêter. Déjà, quand j'ai commencé à réfléchir à cette problématique-là, je me suis dit « ok, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut se sentir démotivé. En fait, en fonction de la raison, on ne va pas avoir le même type de réaction derrière. Donc, première chose, on va se demander, ok, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis démotivé / découragé dans mon business? Est-ce que c'est parce que, spoiler alert, c'est toujours parce qu'on a une sensation de perte. Mais est-ce que c'est parce que c'est une perte d'énergie, c'est-à-dire je n'ai plus d'énergie, je n'y arrive plus, je suis fatigué, je suis exténué? Est-ce que c'est une perte de sens ? Parce que je ne trouve plus de sens dans ce que je fais, du coup je ne suis plus motivée à continuer, je ne suis plus drivée par ce que je fais au quotidien. Est-ce que c'est une perte d'intérêt ? C'est-à-dire que j'adorais cette thématique, j'adorais mon business, j'adorais ce que je mettais en place, mais aujourd'hui j'ai l'impression d'avoir fait le tour et du coup je suis plus motivée à continuer parce que mon besoin d'apprendre, mon besoin de challenge, mon besoin de découverte, mon besoin de me dépasser n'est plus nourri aujourd'hui. Ou alors, est-ce que c'est une perte de passion ? Parce que ça existe aussi des gens qui se lancent dans un business par passion, mais qui, avec tout ce qui vient dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire l'administratif, les différentes casquettes qu'on doit adopter, etc., eh bien, parfois, cette passion se retrouve étouffée. Et perte de passion peut conduire à cette sensation de démotivation, de découragement, etc. Donc, la première chose à se demander, c'est qu'est-ce que j'ai perdu qui crée cette sensation de démotivation ? Et une fois qu'on a répondu à cette première question, on va se poser une seconde question qui est « d'accord ?» Et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qui en moi, quel besoin en moi n'est plus nourri ? Est-ce que c'est mon besoin d'apprentissage qui n'est plus nourri parce que j'ai fait le tour ? Est-ce que c'est mon besoin de reconnaissance qui n'est pas nourri parce que mon business ne porte pas ses fruits ? Est-ce que c'est mon besoin de sécurité financière qui n'est pas nourri parce que mon business ne fonctionne pas ? Bref, quel est
le besoin qui n'est pas nourri aujourd'hui et qui fait que j'éprouve un sentiment de démotivation et de découragement dans mon business. Donc première question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que j'ai perdu? Et la deuxième question qu'on se pose, c'est quel besoin n'est pas nourri? Et une fois qu'on a ces deux réponses, on va prendre une décision. Et là, il y a deux décisions. C'est où je me motive à continuer ou j'arrête. Et c'était très important pour moi, même dans ce bottage de fesses, de parler aussi de la possibilité d'arrêter, parce qu'il y a des moments, le choix le plus sérieux, c'est de dire « Ok, j'arrête ». Exemple tout simple, si aujourd'hui je n'ai plus l'énergie de continuer mon business, parce que médicalement parlant, je suis au bord du burn-out, parce que ça ne me plaît plus, parce que ça m'épuise, parce que ça puise la moindre ressource au fond de moi et que littéralement je n'en peux plus, des fois il vaut mieux dire « J'arrête » pour des raisons de santé, pour des raisons de sérénité, pour des raisons d'épanouissement. La recherche de la déculpabilisation, qui est quelque chose que j'observe énormément, qui parfois me fait un petit peu peur chez moi, un petit peu peur chez les autres, et je pense que c'est très important qu'on en prenne conscience. Par contre, je vous préviens tout de suite, c'est un discours qui ne va pas être agréable et qui ne va pas être sympa à entendre, qui va vous demander de vous remettre en question, qui m'a demandé moi aussi de me remettre en question, qui me le demande encore aujourd'hui. Donc j'espère que vous êtes prêts pour un vrai bottage de fesses dans toute son ampleur. Ce constat est parti des contenus chez moi sur Instagram qui marchent le mieux. Et quand j'ai essayé de croiser les informations en mode qu'est-ce qui fait que le contenu de telle personne ou de telle personne sur Instagram fonctionne le mieux, j'ai remarqué que c'était les contenus qui avaient tendance à déculpabiliser les gens sur X ou Y choses et à leur dire c'est normal si tu n'arrives pas à faire ça, c'est à cause de ça. Et souvent, à cause de ça, c'était quelque chose qui n'était pas dans leur corde d'intervention, c'est-à-dire quelque chose sur lequel ils ne pouvaient pas avoir beaucoup de mainmise et donc pas beaucoup changer, pas beaucoup bouger. Quand je suis dans la recherche constante de discours qui vont me déculpabiliser, c'est aussi des discours qui vont se transformer pour moi en excuses de ne pas pouvoir faire X ou Y chose. Ah oui, si je trouve pas de clients, c'est parce que c'est l'été et que du coup ça sert à rien de prospecter, que du coup ça sert à rien que je bosse sur mon business en plein mois d'août parce que de toute façon il n'y a pas de clients et en plus c'est le post de Aline qui m'a dit que le mois d'août était plus calme donc tout va bien. Et donc je suis à la recherche de contenu et de biais et de discours qui vont confirmer le discours que je me tiens moi-même, qui vont me déculpabiliser par rapport à ça, mais ce ne sont pas des discours qui vont m'aider à progresser, ce sont juste des discours qui vont venir renforcer mes croyances et les excuses que je me trouve à moi-même. Et je trouve ça très dangereux comme discours dans le sens où c'est le meilleur moyen de ne pas progresser, de ne pas se challenger, de ne pas sortir hors de sa zone de confort, etc., etc. Il y a un vrai jeu d'équilibriste entre autoriser les gens à ressentir des émotions, autoriser les gens à leur dire écoute, c'est pas grave si tu n'arrives pas à faire X ou Y chose, et autoriser les gens à faire des erreurs, autoriser les gens à douter, autoriser les gens à parfois culpabiliser, et en gros, autoriser les gens à vivre leurs émotions sans pour autant tomber dans la complaisance et dans un discours qui va les déculpabiliser et renforcer les excuses qui peuvent se trouver. Et donc nous, en tant qu'entrepreneurs, en tant que créateurs de contenu, parce qu'on est beaucoup à créer du contenu pour se faire connaître, on a plein de biais à explorer là-dedans. Le premier, c'est que nous, en tant qu'entrepreneurs, déjà, de base, on doit faire attention à ne pas tomber dans un discours de complaisance et à ne pas non plus essayer de rechercher à tout prix des biais qui vont nous déculpabiliser par rapport aux excuses qu'on peut aujourd'hui se trouver, s'inventer, etc. Et je dis nous parce que je suis la première à le faire, je suis la première à me dire « Ah, mais tu peux pas faire ci parce que X ou Y chose » et aller confirmer ce biais via les contenus et les discours d'autres personnes. Alors que si ça se trouve, c'est pas vrai du tout et que j'en suis tout à fait capable, juste j'ai pas envie de le voir, j'ai pas envie de le comprendre. Donc ça, c'est la première chose auquel il faut faire attention pour nous-mêmes vis-à-vis de notre propre business. La deuxième chose aussi à laquelle il faut faire attention en tant que position méta de créateur de contenu, c'est de nous pas tomber dans la facilité du contenu qui fonctionne parce qu'il déculpabilise les gens et qu'il les encourage dans les excuses et qui confirme les biais qu'ils s'inventent. Et ça, c'est très compliqué parce que souvent, ce sont les contenus qui marchent le mieux, donc ce sont les contenus qu'on a le plus tendance à faire, mais ce ne sont pas les contenus qui vont rendre service à notre audience. Je vais vous partager ce que j'ai compris récemment sur le business. Cette notion dans le business, c'est la non-existence du statu quo. Il n'existe pas de statu quo en business, il n'existe pas de moment où, ok, quelque chose est fini et je n'aurai plus besoin jamais d'y revenir. Ce que je me suis rendu compte au fil de l'eau, mais encore plus récemment, c'est cette nécessité d'itération, c'est-à-dire de constamment revenir sur ce qui a déjà été fait pour l'améliorer, tout en continuant
à créer, inventer, mettre en place de nouvelles choses. Donc non seulement on est, quand on progresse en business, dans un A plus B plus C plus D plus E, mais en même temps qu'on fait C, D, E, il faut déjà revenir sur A, B, C pour les optimiser, les modifier, les mettre à jour, les refondre, etc. Et c'est pour ça d'ailleurs que très vite on est amené à recruter, à déléguer, à optimiser, à automatiser même, mais que rien dans votre business n'est jamais figé en mode « je l'ai fait une fois et je n'ai plus jamais besoin de le faire », ni d'y revenir, ni d'y toucher. Ça n'existe pas. Et donc, le concept dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est vraiment ça. À quel point être entrepreneur, c'est passer son temps à améliorer l'existant tout en créant le futur, à passer son temps à éteindre des feux tout en imaginant quelles seront les futures nouveautés, etc. Et d'être à la fois dans le passé, dans le présent et dans le futur. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle des signes qui indiquent que vous la jouez petit dans votre business. C'est une traduction à peu près approximative de l'anglais play small, qui est le signe de rester dans sa zone de confort et ne pas en sortir quand on développe son business. Et pourquoi c'est important de ne pas la jouer petit quand on est en business ? Parce que c'est OK de se reposer sur une marche avant de reprendre l'ascension. C'est OK d'avoir des périodes de forte croissance ou de croissance tout court et des périodes où on se repose, où on structure, où on prend notre temps. Donc c'est OK de ne pas toujours être en mode sortie de zone de confort, allez on fait grossir le business, allez on déploie de nouvelles stratégies, de nouvelles offres, etc. L'entrepreneuriat consiste à sans cesse s'inventer, se réinventer, s'adapter aux changements du marché, aux changements de la société, aux envies de nos clients, et qu'à partir du moment où vous vous reposez dans votre zone de confort trop longtemps, vous êtes déjà en déclin. Il est nécessaire, en tant qu'entrepreneur, quand on veut avoir un business qui dure dans le temps, là je parle même pas d'un business qui croît, mais d'un business qui dure dans le temps, de refuser de la jouer petit. Je modère mon propos en disant qu'évidemment, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut sans cesse vous challenger, vous fouetter le derrière pour pouvoir avancer et sortir de votre zone de confort, mais d'aller quand même chercher l'inconfort dans votre croissance. Si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Et c'était vraiment cette phrase de dire « Aujourd'hui, oser te mettre en avant, parler de tes offres, parler de toi, être visible, si tu ne le fais pas, quelqu'un le fera à ta place. » Et après ça, je me suis aussi rabâché dans ma tête que les gens avaient besoin de ce que j'avais à offrir. Mais pour que les gens puissent avoir ce choix vis-à-vis de vous et de vos offres, autant faut-il qu'ils sachent que cette offre existe. Autant qu'ils sachent que vos contenus ou que votre compte existe. Donc pour ça, il faut en parler, il faut oser se mettre en avant. Il y a ces personnes qui pensent que en fait, la chance n'a rien à voir dans la réussite en business et que ceux qui réussissent, c'est parce qu'ils ont mis l'effort, ils ont mis les moyens, ils ont mis le travail, ils ont tout donné pour ça. Et il y a ceux, souvent les proches, souvent les gens extérieurs et peut-être parfois les gens jaloux et envieux qui disent « Ah non, mais toi, t'as eu de la chance ». Et quand on me demande qu'est-ce que j'en pense, qu'on me demande est-ce que tu penses que tu as eu de la chance dans ton parcours avec The Bee Boost, j'ai toujours un truc qui me revient en tête qui est très drôle, c'est la chanson de Fort Minor, Remember the Name, que vous connaissez peut-être parce qu'elle est passée dans le film Karate Kid. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. Et en fait, je suis assez d'accord avec cette chanson parce que elle dit qu'il y a 10% de chance et je pense qu'il y a un petit peu de ça en business. Je pense qu'en business, il y a 90% de travail, de stratégie, de mindset, d'idées, de curiosité, de pertinence, de tout ce que vous voulez, mais il y a aussi peut-être 10% de chance et pas moins. À un moment, il y a eu une rencontre ou quelque chose qui a fait qu'ils ont été au bon moment, au bon endroit, devant la bonne personne. Alors moi, j'appelle ça les 10% de chance. Peut-être que vous appellerez ça l'univers, le destin, Dieu, quelle que soit votre confession, quelle que soit votre croyance, quelles que soient les choses en lesquelles vous croyez ou pas. Mais je pense qu'il y a vraiment 10% de chance dans nos réussites et 10% où il faut qu'on se dise, il y a quelque chose d'un peu plus grand ou d'un peu incontrôlable qui s'est passé, qui a fait que j'en suis là aujourd'hui. Pour moi, mes 10% avec The Bee Boost, ça a été déjà de rencontrer les bonnes personnes qui m'ont fait rencontrer les bonnes personnes, qui m'ont fait rencontrer les bonnes personnes, qui ont fait qu'aujourd'hui, j'ai un réseau absolument incroyable et j'ai la chance de connaître personnellement des gens incroyables qui m'aident au quotidien, à qui je peux demander des choses ou que je peux même inviter sur le podcast, etc. Je pense que j'ai eu la chance, malgré moi, de me lancer sans vraiment le savoir au bon moment,
Parce que j'ai créé mon blog en 2018, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat entre 2018 et 2019, avant que ça commence vraiment à exploser, avant que être une business coach avec le message et les valeurs que je défends, il n'y en avait pas tant que ça. Je pense que si je refaisais exactement aujourd'hui les mêmes actions dans le même ordre, de la même manière, mais en 2022, je n'aurais pas le même parcours que j'ai aujourd'hui parce que j'ai eu la chance de le faire en 2018-2019. Et à ce moment-là, c'était pas consciemment. Jamais consciemment, je m'étais dit, je sais que je suis la première, je sais que c'est le bon moment, on y va et tout. Ça a été de la chance parce qu'en fait, je l'ai fait et que ça a été fait au bon moment. Alors, je dis évidemment pas que c'est pas possible aujourd'hui de réussir dans le milieu, il y a encore plein de choses à faire, mais il faut être plus stratégique, il faut vraiment avoir un élément différenciant, etc. Là où moi, j'étais allée un peu au doigt mouillé et que j'ai eu la chance, comme c'était pas encore très, très saturé, qu'il n'y avait pas encore énormément de monde, de bénéficier un petit peu de cet effet de nouveauté, etc. Donc, oui, il y a de la chance dans la réussite en business, que ça en plaise aux gens ou pas. Il y a toujours un pourcentage de chance dans notre réussite qu'il faut aussi savoir avoir une certaine humilité par rapport à ça et de se dire ma réussite, c'est évidemment mon travail, c'est évidemment mon énergie, c'est évidemment mon cerveau, c'est évidemment mon équipe, mais que c'est aussi un petit peu de la chance. Et voilà les amis, j'espère que cette petite rétrospective vous aura plu, vous aura fait peut-être redécouvrir certains moments du podcast, soit que vous n'aviez pas encore écouté, soit que vous aviez oublié, parce que qui se souvient de l'ensemble des mots qu'il entend sur l'ensemble des podcasts qu'il écoute? Dans tous les cas, comme je vous le disais dans cette introduction, c'est un plaisir de vous compter parmi les auditeurs du podcast. Merci pour vos encouragements, vos écoutes, votre soutien quotidien. Hâte de vivre les 200-300 prochains épisodes avec vous et de continuer cette belle aventure qui, au fond, n'est destinée qu'à une seule chose, c'est développer vos business et vous aider à vivre votre meilleure vie d'entrepreneur. Je vous souhaite à vous tous une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez, et vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde!